Et donc, sans plus tarder, puisque on imagine votre impatience, on va tout de suite appeler le premier intervenant, les CESU et leur direction d'établissement, par Véronique Brunstein, qui est responsable de la formation continue des hôpitaux de Strasbourg. Véronique Brunstein, 15 minutes. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc, je suis responsable du service de la formation continue au CHU de Strasbourg. Mais quand même, avant cela, donc, ça fait 3 ans que j'y suis, mais avant, j'étais cadre au CESU. Et je suis donc passée du côté obscur de la force, ce qui fait que je peux parler en toute liberté, d'ailleurs, et de me poser la question, les CESU sont-ils libres dans leur relation avec CESU et établissements de santé ? Première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on entend par libre quand on parle du CESU et de l'établissement de santé ? Si c'est que le CESU fait ce qu'il veut, quand ce qu'il peut, etc., la réponse, c'est bien sûr non. Ça, c'est clair. Par contre, si on dit que c'est l'établissement qui fait la remarque à CESU, tu fais tout ce que tu veux dans la limite de ce que je te laisse faire, eh bien, effectivement, c'est peut-être ça. Alors, ça vous conviendra peut-être pas forcément, mais c'est ça. Ensuite, je me suis posé la question, quels sont les liens entre le CESU et l'établissement, et les établissements ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien de dépendance, de liberté, etc. Donc, je me suis dit, est-ce que le CESU peut travailler seul ? La réponse, là, pour moi, elle est non aussi. Donc, s'il ne peut pas travailler seul, c'est qu'il n'est pas totalement libre. Ensuite, je me suis dit, quels sont les liens que le CESU peut avoir au sein de l'établissement ? Avec qui il est en lien ? Si on met le CESU au milieu, là, je l'ai mis au milieu, mais en fait, compte, on pourrait le mettre de chaque côté, on est tous en interrelation au sein d'un établissement. Selon la taille de l'établissement, les relations sont plus ou moins complexes, plus ou moins difficiles à atteindre, mais la première relation, c'est effectivement le CESU et son pôle. Voilà. La direction du SAMU, le chef de pôle, le cadre de pôle, qui peuvent avoir un lien soit hiérarchique par rapport aux professionnels, soit fonctionnel, en tout cas la relation avec le pôle. La relation avec le service formation, là je peux bien en parler, il y a effectivement une relation qui est ou qui doit être très forte entre le service formation et le CESU. Je reviendrai dessus pour les différents aspects. Il y a également la cellule de crise. Alors, dans nos établissements, la cellule de crise, qui c'est qui y siège ? Effectivement, le référent SSE, souvent le directeur du SAMU, souvent des professeurs de réanimation, des personnels de la direction de l'établissement, donc un certain nombre de personnes, mais pas forcément un membre du CESU. La DRH, parce que là, il y a un lien fonctionnel par rapport aux ressources humaines, parce qu'on est tous agents de la fonction publique hospitalière, donc c'est la DRH pour les non-médicaux, la direction des affaires médicales pour les médecins, mais il y a bien un lien fonctionnel. La direction des affaires financières, ça c'est un peu moins drôle, mais on a souvent aussi un lien avec les finances dans la mesure où on fait rentrer de l'argent et on en dépense. Et la cellule GPMC, donc gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, puisque dans les CESU, on participe au développement des compétences. Néanmoins, dans un établissement, il y a une cellule qui gère comme ça l'ensemble des professions, des métiers et des compétences, qui fait une cartographie des compétences, ou en tout cas qui devrait le faire. Alors, je voulais aborder différentes thématiques. La première thématique, parce que c'est une de nos principales missions dans les CESU, c'est le développement des compétences, puisqu'on en fait de l'enseignement. Alors, j'ai mis des images de Gueuluc, parce qu'en fait, compte, il y a sur la promenade le long de la Garonne, le chat déambule. Je vous encourage à aller voir si vous avez le temps. On parle beaucoup de la double compétence.
clinique et pédagogique. Néanmoins, quand les CESU font de la formation, soit ils font de la formation pour l'extérieur, c'est une chose, là on verra un lien financier, soit ils font de la formation pour les agents de l'établissement. Mais qui pilote la formation des agents de l'établissement? C'est le service formation. Donc dans ce cas-là, on fait compte, le service formation, en tant qu'établissement, pardon, c'est trop vite, c'est le commanditaire. Les CESU ont des compétences en ingénierie pédagogique, les services formation, même s'ils ne sont pas tenus par des professionnels de santé, parce que c'est plus souvent le cas que ce soit des attachés d'administration hospitalière, enfin des gens issus du secteur administratif, souvent ont des compétences en ingénierie de formation, c'est-à-dire modalité de recueil des besoins, élaboration du plan de formation, puisque c'est leur mission, aspect budgétaire, etc. Et donc, il va falloir travailler en lien. Le CESU ne peut pas aller voir tous les services en disant « Venez vous former au CESU ». Il faut qu'à un moment donné, il y ait un lien qui est un lien organisationnel avec le service formation. Donc ça, c'est pour l'aspect développement des compétences. Par rapport à l'aspect ressources humaines, là aussi, il y a un lien fort avec la DRH, là, dans ce cas-là, puisqu'en fait compte, d'un côté, le texte nous dit qu'il faut avoir des temps dédiés, on fonctionne avec des vacataires, il va falloir les payer, ces vacataires, on veut négocier des créations de postes, sauf que dans l'état de nos établissements de santé, et là, moi, je parle là pour Strasbourg, où on a des grandes difficultés financières pour un CHU, pour un établissement de notre taille, il n'y a plus aucune création de poste à ce jour. Donc on a beau défendre d'un côté, oui c'est important, etc. À un moment donné, on va se retrouver bloqué face à des décisions qui sont des décisions stratégiques, politiques, etc. Il n'y a pas de création de poste en dehors des créations de postes de soignants pour la clinique. Mais on n'arrivera pas à créer un poste au CESU, pas possible. Donc le paiement des vacataires, la vérification des contrats. Il y a quelque temps, en CESU avait fait un webinaire, on avait parlé des contrats qui peuvent être faits avec les vacataires, la responsabilité de l'établissement quand les vacataires travaillent de nuit et que le lendemain, ils viennent faire en vacation de l'enseignement au CESU. Je veux dire, c'est l'établissement qui est responsable s'il arrive quelque chose. Donc ces contrôles-là sont sous la responsabilité, en fait compte, de la DRH. Le lien financier. Alors, celui aussi, il n'est jamais très drôle, mais en termes de finances, qu'est-ce que font les CESU? Ils ont des conventions de formation pour les établissements extérieurs. Il y a l'édition des tarifs. Quelquefois des réponses à appel à projet, donc qui peuvent être faits par les CESU. On vous demande d'être à l'équilibre financier en général. Dans certains établissements, on vous demande même de faire une comptabilité analytique. Donc tout ça, c'est très variable, selon les CESU. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait compte, quelles que soient ces décisions, à un moment donné, celui qui signe tout en haut, c'est le directeur général. Et c'est lui qui donne cette délégation de signature. C'est lui qui est décideur quelque part. Donc la gestion, soit elle peut être centralisée pour les conventions, c'est-à-dire vous les préparez, elles sont signées au niveau du service formation, ou alors tout est fait au niveau du service formation, ou tout est fait au CESU. Il y a des CESU qui font les conventions, qui ont une délégation de signature et qui font une facturation. Donc ils font tout le travail de la chaîne. Mais ils ont une délégation de signature, quelque part, de la direction générale. Donc il y a bien un lien, voilà. Il y a un élément de liberté, une autonomie, voilà, mais il faut rendre des comptes. Autre élément, alors celui-là, je crois que c'est même pas la peine d'écrire, puisqu'on fait compte, tout le monde a été noyé dedans cette année, c'est la démarche qualité avec Calliope. On a plusieurs fois répété en webinaire que la certification Calliope, c'est pas le CESU. On a dit c'était un numéro de SIRET, un numéro d'organisme de formation, dans lequel le CESU est dedans, mais les instituts, très souvent, de l'établissement, il n'y a souvent qu'un seul numéro d'organisme de formation qui couvre et les instituts, et le CESU, et la formation continue qui est vendue à l'extérieur, pour les établissements qui vendent de la formation à l'extérieur. Mais c'est vrai que très souvent,
Les seules formations vendues à l'extérieur, c'est principalement celles qui sont faites par le CESU. Mais néanmoins, ce numéro d'organisme de formation, eh ben, il faut que ce soit piloté de façon collaborative entre toutes les personnes qui sont concernées et la personne qui remplit le bilan pédagogique et financier, qui est souvent pas le responsable du CESU, qui est souvent pas forcément le directeur d'institut, hein, parce que sinon il aura tendance à voir que ce qu'il fait, qui est souvent fait de façon plus centralisée au niveau de la DRH, au niveau du service formation. La gestion de crise. Là aussi, c'est une des missions des CESU, hein, avec les situations sanitaires exceptionnelles. Et là, en fait compte, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la formation SSE, bien sûr, mais la question qu'il faut se poser, c'est qui siège en cellule de crise? Je le disais en introduction, ça peut être le directeur du SAMU, des professeurs de réanimation, des gens de la direction, le référent SSE de l'établissement, une cellule NRBC quand on est établissement de santé de référence. Mais ce qui est important, c'est que quand on parle gestion de crise, on pense CESU, ce qui n'est pas toujours le cas dans un établissement. D'un côté, les CESU, si je dis, je vais aussi dire on, puisque voilà, c'est quand même ma maison, le CESU, même si là je prends la casquette établissement, on aimerait que quand on parle cellule de crise, on pense situation sanitaire exceptionnelle, on pense formation et on pense CESU. Mais ce n'est pas toujours le cas. Après, il faut se poser les questions, qu'est-ce qui fait que ce ne soit pas le cas? Ça, c'est autre chose. Plus l'établissement est grand, plus c'est difficile d'ailleurs, parce qu'il y a plus d'interlocuteurs. Souvent, dans les établissements de plus petite envergure, c'est régulièrement le responsable du CESU qui est également un référent SSE ou son collègue direct, donc c'est plus facile. Donc pour améliorer cette collaboration, parce qu'il faut bien parler de collaboration, comment est-ce qu'il faut faire? C'est un petit peu là-dessus que j'aimerais ouvrir. Alors c'est vrai que, il faut savoir à qui s'adresser et que quelquefois, plus l'établissement est grand, plus... Ah mais j'ai rien fait là. Voilà. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est vraiment le parcours du combattant, à qui je dois m'adresser. Enfin bon, c'est compliqué. Et c'est là que c'est important d'identifier le bon interlocuteur selon la thématique choisie. Voilà. Et c'est important de créer son réseau. Voilà. On est fort, voilà, les CESU, on est tous forts quand on est ici, ensemble, etc. Mais retourner dans notre établissement, selon la taille de l'établissement, il faut que vous créez votre réseau. Alors, il y en a pour qui ça marche très bien, d'autres ça marche moins bien, parce que les interlocuteurs sont multiples. Et il ne faut pas oublier de mettre tous les interlocuteurs dans la boucle. C'est typiquement comme de la gestion de projet, en fait, compte. Si vous oubliez un interlocuteur... exemple, on a voulu nous déployer une formation avec le CESU sur de la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire, passons, avec un mannequin particulier. Tout était bouclé. On avait mis les services informatiques également dedans, qui nous avaient dit c'est bon. Et au dernier moment, ils ont dit non, c'est pas bon. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas bien étudié, ils n'avaient pas bien compris notre problème, notre problématique. Et par exemple, les services informatiques, typiquement, ceux-là, il ne faut jamais les oublier, parce que si dans vos établissements c'est bloqué comme chez nous, je peux vous dire qu'on ne fait plus rien sans eux. Donc, identifiez l'interlocuteur, voilà, pour qu'il soit le relais. Soit vous avez un interlocuteur direct, avec le service de la formation, avec la DRH, avec la cellule de crise, soit vous trouvez l'interlocuteur qui va relayer et parler du CESU. Si je reprends l'exemple de la cellule de crise, c'est le directeur du SAMU qui va en cellule de crise, c'est le référent SSE. Il faut vous assurer que le responsable du SAMU, il va parler effectivement de la problématique préhospitalière, mais qu'il ait une petite antenne, qu'à chaque fois qu'on parle formation, ils disent « mais oui, mais éventuellement, il y a le CESU qui pourrait faire ça ». C'est ça qui est important. Sinon, on fait compte, on va vous oublier, nous oublier. Donc, il faut communiquer, se faire connaître. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont fait des communications libres. Je vous encourage fortement, en rentrant. En plus, il y en a qui ont eu des prix, à envoyer directement un mail
à votre chef de pôle, à la direction des soins, à la DRH, en disant ben, le CESU numéro tant et tant, nous étions au colloque, nous avons communiqué, nous avons eu un prix. Ça ne mange pas de pain, mais je vous assure que c'est efficace. Voilà. Vous dire, ah bah tiens, c'est qui ceux-là? C'est qui celui-là? Et surtout, quels que soient les types de communication, et valoriser donc l'ensemble des équipes. Ça, c'est important. En fait, il faut que vous deveniez incontournable. Et ça, je crois que c'est Gaël qui certainement va aller dans le même sens que moi par rapport à l'ANCESU. Parce que lui, c'est sa phrase favorite, hein, ne pas laisser la politique de la chaise vide. En fait, il faut qu'on pense systématiquement CESU. Pour les compétences des CESU, on veut monter une formation au sein de l'établissement. Voilà, on dit, ben voilà, on veut monter une formation sur l'identito-vigilance, etc. On a des experts de contenu, mais on n'a pas des experts pédagogiques. Dire, ah ben voilà, vers qui on va se retourner? Ah ben tiens, si on pensait, on pouvait demander quelqu'un du CESU s'il a le temps d'aider à monter cette formation pour valoriser ses compétences pédagogiques. C'est super, il faudrait qu'on pense systématiquement CESU dès que ça rentre dans les cordes du CESU, bien entendu. Voilà, c'est ça, c'est que le mot, voilà, que ça vienne automatiquement. Ah ben, oui, on a une problématique de chariot d'urgence. Ben, au lieu de m'adresser au réanimateur, que je puisse penser, ah ben oui, il y a le réanimateur, mais je peux aussi demander au CESU. C'est exactement ça. Donc, à mon avis, ce qui est important, c'est effectivement, ben, on ne peut pas travailler seul. Il y a l'établissement et le CESU fait partie de l'établissement. Et donc, pour moi, c'est comme en soins d'urgence, en fait compte, l'expertise de chacun, que ce soit les finances, le service de la formation continue, la DRH, doit être au profit d'un travail commun, sachant que dans ce cas-là, de toute façon, ça va être au bénéfice du patient. Merci. Merci beaucoup, Véronique, pour ce topo. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, n'hésitez pas. Bon, bah moi, je vais poser une question. Alors, tu as parlé de la DRH. Donc, la DRH, on parle aussi dedans de tout ce qui concerne les médecins. Parler des affaires médicales. D'accord, donc on est bien d'accord. Donc on est au clair sur l'idée que quand on fait des formations, ça peut aussi être des formations vis-à-vis des docteurs. Ah, oui, mais je ne vais pas le te dire là maintenant. Non, le tiens pas, puisque je te le tiens là. Voilà. Non, j'ai dit, c'est vrai que souvent dans un établissement, la DRH, c'est le public non médical, mais il y a le pendant sur les affaires médicales, la direction des affaires médicales, qui gère également le temps de travail, etc., des médecins. Chez nous, c'est assez regroupé, mais je l'ai dit, oui, pour moi. Non, parce que c'est juste, je voulais juste un tout petit peu... C'est drôle, c'est très très drôle. On fera un banc pour le dessinateur à la fin du colloque. Non, c'était juste pour attirer l'attention sur le fait qu'actuellement, il y a parfois une dérive petit à petit sur le fait que le CESU, on traite les paramédicaux et on oublie de parler du CESU pour les formations médicales. Et je pense juste qu'il faut le rappeler. Mais tu l'as dit, donc c'est super. On appelle de fait... Je voulais rajouter quelque chose, si vous me permettez. Mais bien sûr. Je trouvais ça important, la notion de communication que vous avez fait part. Il faut absolument se faire connaître, être incontournable. Et ça, les CESU ne savent pas forcément bien faire. Et effectivement, la communication, se rapprocher également des services de communication de vos centres hospitaliers pour que vous puissiez être visible, surtout.